Soutenir l'investissement, évidemment, dans les infrastructures. Donc là, le lien est tout fait pour des mobilités durables. Il va vous en parler. C'est le maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine, président de l'AFIT et de France Ville Durable. Je vous demande d'accueillir Patrice Vergrit. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je vais peut-être présenter mes différentes casquettes, puisque ça vous dira de où je parle. D'abord, je suis maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine, ça a été indiqué à l'instant. Donc, je suis un élu local des Hauts-de-France, avec un port, comme l'a dit Anne-Marie Hydrac. Je suis également président de France Ville Durable. Donc, je m'intéresse. France Ville Durable, c'est l'association qui regroupe tous les parties prenantes qui cherche à développer justement ce concept de ville durable à travers l'ensemble du territoire national. Je suis président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, donc c'est aussi l'enjeu de l'urbanisme qui me touche plus particulièrement. Et effectivement, vous l'avez évoqué, président de l'AFIT, l'Agence de financement des infrastructures de transport, c'est-à-dire l'agence d'État qui aujourd'hui contribue au financement, à la mise en œuvre de tout ce qui est décidé aujourd'hui après le rapport du comité des orientations des infrastructures. Donc, je voudrais vous livrer justement cette expérience à la fois d'un élu local et de quelqu'un engagé au niveau national. La question qui est posée, c'est effectivement la question de l'investissement dans les infrastructures. J'aurais envie de dire, enfin, en France, on a pris conscience de l'enjeu. Et Jean-Marc le disait un peu tout à l'heure, après le rapport du COI, on voit qu'aujourd'hui, on a compris qu'il fallait changer de braquet, changer de dimension sur l'investissement dans les infrastructures de transport. On évoque évidemment essentiellement les infrastructures de transport qui permettent la mobilité décarbonée, mais je pense d'une manière générale, c'est enfin depuis plusieurs décennies un mouvement qui est en train de s'opérer. La question du lien entre l'infrastructure et la demande de mobilité, c'est-à-dire son impact sur la mobilité finalement, elle n'est pas si évidente que ça. Dans la mobilité, il y a certes la qualité de l'offre de transport, mais il y a aussi des logiques d'habitude, il y a des logiques de confiance, des logiques de sécurité. Et finalement, ce n'est pas forcément parce qu'on va développer un peu les infrastructures du transport ou mettre un peu d'investissement qu'on aura un peu plus de demandes. C'est beaucoup plus subtil que ça. Alors aujourd'hui, on parle plutôt de choc d'offres, justement. Si on regarde le rapport du COI, c'est le COI qui évoquait notamment ce mur d'investissement nécessaire aujourd'hui en France pour essayer de permettre de développer largement les mobilités décarbonées. Et aussi, au niveau des agglomérations, on parle plus de choc d'offres pour provoquer effectivement des chocs de demande. Mon expérience d'élu local, c'est Dunkerque, je vous l'ai indiqué. J'ai la chance d'être aujourd'hui le détenteur du record du monde, puisque c'est l'agglomération qui a connu la plus forte progression de fréquentation des transports au cours des 4 dernières années, avec plus 110% en semaine, plus 200 à 300% le week-end. Et tout ça en ayant un rapport modal de la voiture d'à peu près 50%, c'est-à-dire la moitié des nouveaux usages du transport collectif à Dunkerque viennent de la voiture. Donc comment on a fait ? C'est un choc d'offres. La gratuité des transports publics, où Dunkerque est devenue aujourd'hui la plus grande agglomération en Europe à avoir les transports publics gratuits, et aussi le développement du réseau pour l'adapter au doublement de la fréquentation dès le départ. Ce choc d'offres a généré un choc de demande et ça fonctionne. Si j'avais augmenté de 10% mon offre, je ne suis pas sûr que j'aurais généré un petit résultat, même un petit résultat sur la demande. Donc cette idée de mur d'investissement, à un moment donné d'impact majeur sur la question des investissements en matière d'infrastructure, c'est quelque chose qui revient aussi au niveau des collectivités locales et qui est très important. Après le rapport du COI, Jean-Marc l'a évoqué tout à l'heure, je pense que le gouvernement aujourd'hui a intégré ça. L'annonce de la Première ministre est très claire par rapport à ça. Il y a une vraie ambition gouvernementale par rapport au développement des infrastructures du transport aujourd'hui en France. Le budget de l'AFIT n'a jamais été aussi élevé, 4 milliards d'euros aujourd'hui, et ça finance essentiellement les mobilités décarbonées, en allant d'ailleurs plutôt chercher l'argent sur les mobilités carbonées, les autoroutes, l'avion notamment. Donc 4 milliards d'euros, c'est aujourd'hui le record, le budget record de l'AFIT. Et vous l'avez entendu, la Première ministre a annoncé 100 milliards d'euros pour le rail notamment, mais aussi un grand plan d'investissement sur les transports. Cette idée d'un investissement massif sur les infrastructures de transport pour les années qui viennent est aujourd'hui quelque chose d'assez largement entériné. Le seul débat qui reste, j'ai envie de dire, il n'est pas des moindres, c'est la question des recettes. C'est finalement maintenant qu'on s'est mis d'accord sur les dépenses, c'est où on va chercher les recettes, et là-dessus, il y a plein d'idées qui émergent et qui circulent à droite et à gauche. Mais j'y reviendrai pas, c'est le beau débat et le beau défi d'ailleurs de nos parlementaires, n'est-ce pas Jean-Marc ?
Cette question du mur d'investissement qui est devant nous, on le voit bien, des moyens qui seront alloués aux investissements en matière d'infrastructures de transport, je veux dire, ne finit pas, ne clôt pas le débat. Parce qu'une fois qu'on a dit qu'on va mettre beaucoup de moyens, la question c'est pourquoi faire. On échangeait tout à l'heure avec Anne-Marie Idrac, décarboner les mobilités, ce n'est pas un projet. En tout cas, ça ne suffit pas. Ça peut être un enjeu, c'est un enjeu de demain, mais ça ne fait pas un projet. Et donc la question c'est si on a décidé demain de développer les infrastructures de transport, on le fait comment, avec quelle vision de l'aménagement du territoire, avec quelle vision du développement urbain de demain. Et j'ai envie de dire, Jean-Marc évoquait tout à l'heure les RER métropolitains, voilà un beau sujet qui permettra de montrer s'il y a effectivement une vision d'avenir derrière ce développement massif des infrastructures de transport. Est-ce que finalement, demain, les RER métropolitains vont servir à améliorer la desserte d'une centralité d'une métropole avec sa banlieue? On connaît aujourd'hui en urbanisme les conséquences de ces choix. C'est l'étalement plus large de la métropole, puisque vous savez qu'il y a en urbanisme un paramètre qu'on connaît bien, c'est le temps de trajet domicile-travail qui n'a quasiment pas bougé depuis un siècle. Quand vous accélérez les rapports entre centre-périphérie à l'intérieur d'une métropole, vous élargissez la métropole, vous générez de l'étalement urbain. Est-ce que les RER métropolitains, demain, seront au service d'une vision où on continuera à étaler les métropoles, l'hypermétropolisation, comme on l'évoque souvent des débats sur la ville durable, qui, je le rappelle, à partir d'un certain seuil, deviennent nuisibles au développement durable? Ou est-ce que c'est au service d'une politique différente en matière d'aménagement du territoire? Et est-ce que ces RER métropolitains n'auraient pas plutôt vocation à mieux desservir les liens entre la métropole et les villes moyennes qui sont autour, et non pas la banlieue de la métropole? Cette question de la vision et du choix qui va être opéré pour ces grands projets d'infrastructure, le modèle de développement urbain, finalement, qui va être sous-jacent, le choix qui va être fait de mettre l'argent plutôt sur telle ou telle infrastructure plutôt qu'une autre, va définir ce que sera la ville de dans 30 ans. Et c'est peut-être là qu'est l'enjeu le plus important de l'investissement dans les infrastructures de transport. L'erreur à ne pas commettre serait finalement de prendre la demande de transport telle qu'elle existe aujourd'hui et de vouloir y répondre par les RER métropolitains, par le développement de l'infrastructure, pour des projets qui se termineront dans une dizaine, dans une quinzaine d'années, à un moment finalement où la demande de transport qu'on aura prise en compte pour faire le projet sera déjà totalement obsolète. Les projets qui seront mis en place seraient totalement obsolètes. Ou est-ce qu'on a une capacité à se dire, voilà ce que nous voulons que devient la ville, la région métropolitaine dans 30 ans, et nous fabriquons aujourd'hui un système d'infrastructure de transport qui répond à cette ambition de dans 30 ans. C'est ce défi-là qui est le plus important aujourd'hui, la construction d'une vision et d'un débat pour essayer effectivement de fabriquer les infrastructures de demain au service d'un projet politique de ce que nous voulons en termes d'articulation entre les métropoles et les villes moyennes, entre effectivement la périphérie et le centre. L'autre élément qui sera très important à prendre dans cet enjeu des investissements dans les infrastructures de transport, c'est la question de la différenciation. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Dunkerque. Dunkerque, c'est très spécifique, c'est une culture industrielle. La problématique, c'était de réussir à développer davantage la demande. Et donc, effectivement, la gratuité du transport public a particulièrement bien fonctionné. Elle pourrait fonctionner ailleurs, mais à Dunkerque, c'était particulièrement vrai. Mais ce n'est pas vrai ailleurs. Il y a des territoires où le problème n'est pas forcément la demande, où elle peut être l'offre. Et si vous faites la gratuité des transports alors qu'il y a un problème d'offre, vous allez aggraver votre difficulté. Cette question de la différenciation, c'est-à-dire cette capacité à s'adapter, à trouver le modèle le plus juste adapté au territoire, c'est aussi un enjeu majeur de l'investissement dans les infrastructures de transport. Ici, nous pourrons peut-être davantage déployer le transport collectif. Ici, réussir à développer plutôt un modèle de point neuf vers lequel on va réussir à articuler les pôles multimodaux, etc., etc. Cette question de la différenciation suivant les agglomérations, suivant les régions, va être une question déterminante. Et puis je termine par un point, j'essaie de me caler sur le timer, et je termine par un point. On ne réussira pas
à développer les infrastructures de transport telles que je viens de les dire, surtout pour des mobilités durables, sans associer la population à tout ça. Le choix que nous avons fait, par exemple, justement à Dunkerque, ce n'est pas de contraindre. Certains experts me disaient « mais vous auriez pu atteindre le même objectif en supprimant des places de stationnement dans le centre-ville ». Non, j'aurais perdu mes commerces. Et aujourd'hui, Dunkerque a probablement un centre-ville le plus commercial de France pour une ville moyenne, avec un taux de vacances commerciales le plus faible de France. Et donc nous avons choisi l'incitation et la conviction de la population. Je pense qu'on ne réussira à développer une vision en matière de développement des infrastructures de transport que si on réussit à embarquer la population dans cet objectif-là. Je vous en remercie.